Le nom d'Oskar Dirlewanger était connu dans les camps pour ses antécédents violents. Il fut chasseur, criminel, commandant et bourreau. Pendant des années, il dirigea une unité créée pour faire ce que même les SS conventionnels n'osaient pas exécuter, rasant des villages entiers, incendiant des forêts avec leurs habitants à l'intérieur et exterminant des civils avec des méthodes de chasse organisées. Sous son commandement, des prisonniers de droit commun furent recrutés pour former une brigade qui opérait sans loi, alimentée par la haine, le sadisme et l'alcool. Alors que d'autres officiers répondaient à des hiérarchies, Dirlewanger ne répondait qu'à sa propre impulsion destructive. Il participa au massacre du ghetto de Varsovie, à des exécutions massives en Biélorussie, à la répression totale du soulèvement slovaque. Cependant, lorsque le Reich s'effondra, son nom disparut avec lui. Il fut capturé par des soldats français alors qu'il utilisait une fausse identité, mais mourut avant d'être jugé. On le trouva mort dans sa cellule, le visage méconnaissable à cause des coups. L'ont-ils tué des soldats alliés, des prisonniers vengeurs, ou quelqu'un d'autre qui ne voulait pas qu'il parle? Les années sombres, crime et ascension d'un monstre. Oskar Dirlewanger naquit dans la ville allemande de Würzburg le 26 septembre 1895 au sein d'une famille de classe moyenne où son père, Auguste, travaillait comme avocat et sa mère, Pauline, s'occupait du foyer. Il grandit avec 3 frères dans un environnement qui ne se distinguait ni par son idéologie ni par son radicalisme. En 1906, sa famille déménagea à Esslingen am Neckar, et ce fut là qu'il effectua ses études secondaires, d'abord au gymnase local, puis dans une école technique supérieure. Il termina sa formation préuniversitaire en 1913, et bien qu'il ne montra pas un comportement remarquable, il ne suscitait pas non plus d'inquiétude particulière dans son environnement académique. La même année, il s'engagea comme volontaire dans l'armée du Wurtemberg, étant affecté à un régiment de grenadiers qui dépendait du 13e corps royal. À peine quelques mois plus tard, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il fut envoyé sur le front occidental au sein de la 5e armée sous le commandement du prince héritier Wilhelm. Pendant les premières batailles dans les Ardennes, il fut blessé à plusieurs reprises, une fois par un éclat d'obus à la tête, une autre par un coup de sabre à la poitrine et une autre par une balle au pied. Malgré ces blessures, il resta en service actif pendant presque toute la guerre. Il reçut les 2 classes de la Croix de Fer, la médaille de la bravoure du Wurtemberg en or, et d'autres reconnaissances qui témoignaient de son exposition constante au combat. Il arrive à la fin du conflit avec le grade de lieutenant, au commandement d'une compagnie de mitrailleuses, et avec un pourcentage d'invalidité officielle reconnu pour les blessures accumulées. Depuis 1917, il servit dans la zone orientale, participant à l'occupation de l'Ukraine et d'autres régions en retraite. Lorsque l'armistice fut signé, son unité devait être internée en territoire roumain, mais Dirlewanger décida de désobéir et ramena personnellement plus de 600 hommes en Allemagne de son propre chef, évitant la reddition. Cette expérience marqua un tournant dans sa trajectoire. À partir de ce moment, il développa un style de vie dans lequel il défiait les normes établies, ne reconnaissait aucune autorité au-dessus de la sienne et recourait à l'usage de la violence comme méthode valide, même en temps de paix. Certains rapports de police de l'époque le décrivaient déjà comme instable, ayant des problèmes d'alcool et avec des tendances agressives qui s'accentuaient sous l'effet de substances. À la fin de la guerre, comme beaucoup d'autres vétérans, il rejoignit différents groupes paramilitaires connus sous le nom de Freikorps. Il participa à des actions contre les insurrections communistes dans plusieurs régions d'Allemagne et combattit également en Haute-Silésie contre les forces polonaises. Parallèlement, il tenta de poursuivre sa formation académique, d'abord dans une école supérieure de commerce à Mannheim, d'où il fut expulsé pour antisémitisme, et plus tard à l'université de Francfort, où il obtint son doctorat en sciences politiques en 1922, avec une thèse contraire à la planification économique étatique. Pendant ces années, il alternait ses études avec sa participation à des patrouilles armées organisées au niveau local, comme la garde routière du Wurtemberg, qu'il aida lui-même à établir et à diriger. En 1921, il prit part à une opération contre un groupe armé communiste dans la ville de Sangerhausen. Là, il mena un train blindé en direction du foyer rebelle, mais son attaque fut repoussée et son détachement fut isolé jusqu'à ce qu'il reçoive des renforts pendant la nuit.
Malgré l'échec initial, la propagande locale le dépeignit plus tard comme le libérateur de la ville face aux dangers rouges. Et des années plus tard, il recevrait même la citoyenneté honoraire pour cette action. Sa figure commença à circuler dans les milieux nationalistes. Bien que sans ascension institutionnelle claire ni soutien officiel stable, la même année, il rejoignit le parti nazi pour la première fois et s'enrôla également dans les rangs des SA, bien que son engagement fût intermittent. Pendant le putsch manqué de Munich en 1923, il tenta de mobiliser des véhicules blindés de Stuttgart vers la Bavière, mais sans succès. Après cet échec, il quitta temporairement le parti et concentra ses activités dans le secteur privé. Il travailla dans l'industrie textile, dans la banque, et plus tard, il occupa le poste de directeur d'une usine appartenant à une famille juive à Erfurt, ce qui l'amena à s'éloigner à nouveau de la militance politique active. Malgré cela, il garda le contact avec des cercles liés au parti et fit des dons au SA, dans certains cas avec des fonds prétendument obtenus par détournement d'argent de l'entreprise. Au cours de la décennie de 1930, ses problèmes juridiques s'accumulèrent. Il fut arrêté à plusieurs reprises pour possession illégale d'armes et pour des délits de malversation. En 1934, il fut condamné à 2 ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure, ce qui entraîna son renvoi de toutes ses fonctions publiques, la perte de son doctorat et son expulsion du parti. Peu de temps après sa libération, il fut à nouveau arrêté, cette fois pour avoir provoqué des troubles aux abords de la chancellerie du Reich, où il exigeait que les accusations portées contre lui soient annulées. Dans ce contexte, il fut envoyé dans un camp de détention à Welsheim, bien qu'il ne fût pas clair s'il s'agissait d'une mesure judiciaire ou d'une forme de punition administrative sans procédure formelle. À ce moment-là, tout semblait indiquer que sa carrière était terminée, mais une figure clé intervint, Gottlob Berger. Les 2 hommes se connaissaient depuis la Première Guerre mondiale et entretenaient une relation de confiance basée sur les années de combat partagés. Berger avait progressé au sein des SS et était l'un des hommes de confiance de Himmler, avec une influence directe sur les processus internes de l'appareil. Grâce à ses démarches personnelles, Dirlewanger fut libéré et réintégré à la réserve générale des SS, bien que sans fonctions actives immédiates. Pour l'éloigner des feux des projecteurs et lui chercher une nouvelle opportunité de rédemption, il fut décidé de l'envoyer en Espagne, où la guerre civile éclatait. Là, il intégra d'abord la Légion étrangère espagnole, puis, par l'intermédiaire de Berger, il fut transféré à la Légion Condor allemande. Pendant cette période, il fut blessé à plusieurs reprises et se distingua dans quelques opérations de soutien aux forces franquistes. Entre 1937 et 1939, il accumula de l'expérience dans le combat urbain, la répression des foyers de résistance et les opérations d'occupation. Une fois le conflit terminé, Berger intervint à nouveau pour demander que sa performance en Espagne soit considérée comme un argument en faveur de sa réhabilitation politique complète. Sa demande aboutit, son doctorat lui fut rendu par l'université de Francfort, il fut autorisé à réintégrer le parti nazi et son casier judiciaire fut réévalué en termes administratifs. En juillet de 1939, Dirlewanger adressa une lettre directement à Himmler pour demander son admission officielle dans la Waffen-SS. Au début, sa demande fut rejetée en raison du poids de ses antécédents judiciaires. Cependant, peu après, une alternative lui fut proposée. Il ne serait pas accepté dans une unité conventionnelle, mais il pourrait organiser une formation spéciale avec des prisonniers sélectionnés pour leur habileté en montagne. Ainsi naquit le projet d'une unité composée de braconniers condamnés, justifié par l'idée que ces hommes, habitués à se déplacer dans la forêt, seraient utiles pour des opérations de contre-insurrection dans les zones rurales. Ce qui n'était en théorie qu'une proposition marginale, à des fins spécifiques, se transforma en le premier pas vers la construction d'un groupement armé qui ne répondait pas aux codes habituels de la discipline militaire. Le choix de Dirlewanger comme commandant ne fut pas le fruit d'une évaluation professionnelle, mais d'une décision politique soutenue par sa proximité avec Berger et par la disposition de Himmler à utiliser des ressources humaines en marge du système pour des missions qui exigeaient une brutalité maximale. À partir de ce moment, son nom commencerait à circuler non seulement parmi les secteurs les plus sombres de l'appareil répressif, mais aussi dans les bureaux de ceux qui préféraient confier certaines tâches sans laisser de traces légales. Dirlewanger passa du statut de vétéran problématique, discrédité et ayant des antécédents, à celui de commandant d'un groupe armé avec un soutien direct de la direction des SS.
Son parcours jusqu'à ce point n'obéissait ni à des mérites, ni à des réussites institutionnelles, mais à une accumulation de violence, de loyauté personnelle et de circonstances exceptionnelles qui lui permirent de survivre politiquement lorsque d'autres auraient été écartés. La guerre lui offrait un environnement où la brutalité pouvait être utile et où son casier n'était plus une charge, mais une accréditation. Le déploiement de son unité n'avait pas encore commencé officiellement, mais le cadre était établi. Les conditions qui l'avaient amené jusqu'à là, protection politique, histoire délictueuse, capacité à opérer en dehors du système, seraient les mêmes qui marqueraient le caractère de la formation qui était sur le point de naître. Dirlewanger n'était pas le résultat d'une politique accidentelle, mais une figure modelée par la nécessité du régime de disposer d'exécuteurs sans limite. Ce passé, loin d'être un obstacle, fut ce qui justifia son ascension. Les Intouchables de Dirlewanger, la naissance de la Brigade de la Terreur. Lorsque la guerre avait déjà bouleversé toutes les normes établies, des initiatives qui ne suivaient aucun modèle militaire traditionnel commencèrent à émerger. L'une d'elles fut la formation d'un groupe qui, loin de répondre à des critères professionnels ou idéologiques, s'arma d'individus que le régime lui-même avait considérés comme inutiles. L'unité fut formée en parallèle des fronts conventionnels, avec le soutien de certaines figures de haut niveau, mais en marge des canaux habituels de l'armée régulière. Le concept derrière la création de cette unité ne suivait pas les modèles traditionnels. Au lieu de chercher des hommes ayant une expérience militaire ou une formation idéologique, il fut décidé de recruter des détenus de droit commun, en particulier ceux qui avaient commis des délits liés au braconnage. Himmler justifiait cette décision par l'idée que les chasseurs illégaux possédaient des compétences utiles pour combattre les partisans, qu'il considérait similaires à des proies se cachant dans les forêts. Cette vision permettait de convertir des délinquants en soldats sous la promesse de rédemption, créant un espace au sein de l'appareil militaire où les règles habituelles étaient suspendues. Les premières recrues furent sélectionnées directement dans les prisons allemandes, et l'unité commença à opérer dans le cadre du « programme de rédemption par le combat ». Cette initiative permettait aux criminels d'accéder à une seconde chance en remplissant des fonctions militaires, bien qu'elle fonctionnât en réalité comme un outil pour employer des hommes qui n'auraient leur place dans aucun autre corps armé. Dès son origine, l'unité fut entourée de tensions entre différentes institutions, car les SS la toléraient, mais sans l'intégrer pleinement, et la Wehrmacht l'observait avec méfiance. Les premières missions eurent lieu en Slovaquie et dans la région de Lublin, en Pologne. Bien qu'il s'agisse formellement d'opérations contre des groupes de résistance, la pratique montrait autre chose. Les incursions se concentraient sur les populations rurales, avec des actions qui incluaient le pillage, les exécutions sommaires et les représailles collectives. La structure du groupe ne permettait pas de distinguer entre le combat réel et la violence gratuite, et cette ambiguïté devint caractéristique. En peu de temps, l'unité consolida une réputation basée sur la terreur, ce qui amena d'autres commandants à exprimer leurs préoccupations quant à l'impact que cela aurait sur l'image générale de l'armée. La relation de Dirlewanger avec ses hommes était plus proche de celle d'un chef de gang que de celle d'un commandant traditionnel. Il n'y avait pas de hiérarchie claire, ni de procédure standardisée. La loyauté était basée sur la peur et sur le fait de partager une origine commune marquée par la marginalité. Beaucoup de soldats voyaient en lui quelqu'un qui comprenait leur situation, car il était lui-même passé par la prison et avait été exclu du système à plusieurs reprises. Ce lien créait une cohésion interne basée sur l'impunité et la violence constante. La tension entre les différentes branches de l'appareil militaire s'intensifia à mesure que les plaintes contre l'unité augmentaient. De la Wehrmacht arrivèrent de multiples rapports qui exigeaient sa dissolution, alléguant que ces méthodes mettaient en péril la discipline générale et affectaient négativement les opérations. Même au sein des SS, certains secteurs exprimaient leur malaise face aux crimes commis sous leur drapeau. Cependant, chaque tentative pour limiter son activité était contrecarrée par le soutien que Himmler et Berger continuaient d'accorder à Dirlewanger, convaincus que son groupe était nécessaire pour des missions que d'autres refusèrent d'exécuter. À mesure que les campagnes à l'Est avançaient, l'unité commença à recevoir plus de ressources et à s'étendre. De nouveaux prisonniers furent incorporés, non seulement des braconniers, mais aussi des condamnés pour délits violents, des récidivistes et des personnes considérées comme irrécupérables par le système pénitentiaire. Cet élargissement du profil de recrutement répondait à la nécessité d'augmenter les effectifs disponibles, mais reflétait aussi la nature du groupe.
Une force qui n'avait pas besoin de discipline militaire, mais d'une disposition absolue à exercer la violence sans limite. En parallèle, les tentatives d'autres organismes pour freiner la croissance de ce groupement s'intensifiaient. Les parquets militaires, l'administration civile dans les territoires occupés et certains commandements régionaux sollicitaient son démantèlement, arguant que sa présence générait plus de problèmes que de solutions. Les réponses de Berlin étaient toujours évasives, et dans certains cas, l'unité était protégée sous des arguments bureaucratiques qui indiquaient qu'elle était en cours d'intégration dans des structures régulières, chose qui ne se concrétisa jamais complètement. Les opérations à Lublin marquèrent un point de non-retour. Là, les rapports sur les massacres, les pillages et les abus systématiques commencèrent à circuler avec plus de force, et les critiques cessèrent d'être discrètes. On discutait ouvertement si Dirlewanger devait être relevé de son commandement, et son exécution fut même suggérée comme mesure disciplinaire. Cependant, Berger intervint à nouveau, assurant que tout faisait partie d'une campagne de dénigrement menée par des secteurs qui ne comprenaient pas la logique du combat antipartisan. Cette défense finit par consolider encore plus la position de Dirlewanger, qui en vint à être perçu comme une figure intouchable, instrumentale pour exécuter des actions sans supervision ni limite. Malgré les multiples dénonciations, l'unité non seulement resta active, mais fut formellement reconnue et promue en catégorie. Ce qui avait commencé comme un groupe de chasseurs illégaux se transforma en une brigade avec un statut officiel au sein du système de combat du Troisième Reich. Cette légitimation n'impliqua aucun changement dans leur méthode, mais leur donna accès à plus d'armement, de véhicules et de personnel. La machine de destruction qu'ils avaient créée opérait désormais avec une pleine approbation, et leurs actions faisaient partie de la stratégie générale d'occupation. Le chapitre final de ce processus d'institutionnalisation se produisit lorsque l'unité fut déployée à nouveau vers l'Est, dans le cadre de nouvelles offensives qui nécessitaient des forces capables d'opérer sans limitation légales ou morales. Le régime avait trouvé en eux un instrument idéal pour mener à bien des opérations extrêmes sans avoir besoin de justifier leur méthode. Et Dirlewanger devint le symbole de ce nouveau type de guerre, où la victoire ne se mesurait pas en termes stratégiques, mais dans la capacité d'exterminer sans laisser de traces. La chasse humaine, tactique, impunité et peur. Dès le début, le processus de sélection pour intégrer cette unité se caractérisa par une série de conditions de plus en plus flexibles. Au lieu d'exiger des compétences spécifiques ou des loyautés claires, on privilégiait la disposition à obéir aux ordres sans hésiter, même si cela impliquait de commettre des actes qui frôlaient ou dépassèrent directement toute limite éthique ou légale. Beaucoup des premiers membres provenaient de prisons de droit commun, où ils purgeaient des peines pour des délits tels que le vol, les agressions ou les assassinats, et furent libérés avec la promesse d'une nouvelle identité militaire. Dans cet échange implicite entre liberté conditionnelle et soumission totale se configura une structure qui n'avait besoin ni de morale ni de règles pour fonctionner, mais uniquement d'un environnement où la violence était la langue principale. Le groupe commença à agir dans des zones où la ligne entre combat et châtiment collectif était délibérément ambiguë. Au lieu d'affronter des forces régulières dans des batailles conventionnelles, leur tâche consistait à raser des localités, à exécuter des représailles massives et à semer la terreur parmi les populations considérées comme ennemies du régime. Cette dynamique se consolida rapidement comme la marque de fabrique de l'unité, et ses membres s'adaptèrent facilement, car leurs antécédents personnels les rendaient particulièrement aptes à exécuter des actions que d'autres soldats, même au sein des SS, considéraient comme excessives ou difficiles à justifier. L'impunité opérationnelle leur donnait une marge de manœuvre absolue, où tout excès se dissolvait dans la logique de guerre totale que le régime promouvait. Les rapports internes des commandements supérieurs ne tardèrent pas à refléter que quelque chose de différent se passait avec ce groupement. Bien que formellement ils répondissent à la hiérarchie de la Waffen-SS, dans la pratique ils se déplaçaient en toute autonomie, exécutant des opérations qui incluaient des assassinats sans discernement, des pillages et des tortures publiques comme méthode systématique de répression. Tandis que d'autres unités pouvaient recevoir des réprimandes pour des comportements incontrôlés, dans ce cas, le silence était la norme, et dans certains cas, leurs actions étaient même célébrées comme un exemple de détermination et d'efficacité, bien que derrière ces éloges se cachât une intention claire de les utiliser comme outils pour des tâches que d'autres préféraient éviter.
Le leadership du groupe reposait sur une figure qui incarnait tous les éléments qui définissaient ses subordonnés. Ce n'était pas un stratège conventionnel, ni un officier de carrière décoré pour ses compétences militaires, mais quelqu'un qui connaissait le fonctionnement des marges institutionnelles et qui avait été capable de monter en grade grâce à sa capacité à administrer la peur et à exercer le contrôle par le châtiment. Sa figure n'imposait pas le respect par son intelligence tactique, mais par son histoire de violence et sa disposition absolue à éliminer tout obstacle, y compris ses propres hommes si nécessaire. Selon cette logique, la discipline interne était maintenue non par des règles écrites, mais par la terreur permanente, où toute désobéissance se payait de la vie ou de châtiments exemplaires devant le reste du groupe. La vie quotidienne au sein de l'unité était marquée par une combinaison de brutalité et de chaos fonctionnel. Il n'y avait pas d'horaire fixe ni de règles communes de comportement. Tout était décidé selon l'humeur du moment ou l'initiative du commandement immédiat. Les ordres pouvaient changer d'un jour à l'autre, et les missions étaient communiquées à la dernière minute, souvent sans expliquer les objectifs stratégiques. Cette imprévisibilité constante obligeait chaque membre à s'adapter sans aucune référence, assumant un rôle non par hiérarchie, mais par sa capacité à s'imposer au sein du groupe. Les plus violents gagnaient souvent des privilèges, tandis que ceux qui montraient des doutes ou tentaient de remettre en question des décisions étaient rapidement écartés ou punis. La peur fonctionnait comme principal régulateur, et cet environnement renforçait un comportement où la cruauté devenait presque automatique. Durant ses déploiements en Europe de l'Est, l'unité fut le protagoniste de certains des épisodes les plus extrêmes de tout le conflit. Les villages qu'ils trouvaient sur leur chemin étaient complètement rasés, sans distinction entre combattants ou civils, et les méthodes utilisées incluaient des incendies massifs, des fusillades publiques et d'autres formes d'exécution dont l'objectif principal était de terroriser. La logique derrière ces actions ne répondait pas uniquement à des nécessités opérationnelles, mais faisait partie d'une stratégie pour démontrer la force et éliminer toute trace d'opposition. Dans de nombreux cas, les officiers qui observaient depuis d'autres unités préféraient rester à l'écart, conscients qu'intervenir signifiait s'exposer à des conflits avec des supérieurs qui soutenaient tacitement ce type de conduite. Les prisonniers capturés par cette unité n'étaient pas transférés vers des centres de détention ni interrogés selon les procédures habituelles. Au lieu de cela, ils étaient utilisés comme matière à châtiment, forcés d'effectuer des tâches exténuantes sous surveillance constante, et fréquemment exécutés devant d'autres pour renforcer le message qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible. Ce type de pratique se normalisa rapidement, et les registres indiquent qu'il n'y avait pas de distinction entre femmes, hommes ou enfants, car l'objectif n'était pas d'obtenir des informations, mais d'exercer un châtiment collectif qui éliminerait toute forme de résistance. L'exécution se transformait en spectacle, et beaucoup de membres y participaient avec enthousiasme, comme s'il s'agissait d'une extension de leur propre pulsion criminelle. Parallèlement à ces actions, le groupe commença à assumer des fonctions qui allaient au-delà du front militaire, intervenant dans des processus de répression politique et de nettoyage ethnique dans des zones récemment occupées. Cette expansion des fonctions ne fut pas le résultat d'un ordre explicite, mais de la permissivité croissante de la part des hauts commandements, qui trouvaient dans cette unité un outil efficace pour exécuter des tâches qui exigeaient un degré de brutalité que d'autres troupes n'étaient pas disposées à appliquer. Cette polyvalence opérationnelle les transforma en une pièce utile au sein de l'appareil répressif, et bien que de nombreuses voix au sein du système commençaient à manifester leur inquiétude quant à l'impact que leurs actions pouvaient avoir sur le moral général, ces avertissements dépassaient rarement de simples commentaires isolés dans des rapports confidentiels. La relation entre l'unité et d'autres formations du régime était ambiguë. D'une part, on les utilisait comme force de choc dans des moments critiques, surtout dans des régions où la résistance civile était plus forte ou où les partisans opéraient avec plus d'intensité. D'autre part, leur présence générait des tensions, car leur comportement débordait toute limite de coexistence, même dans le cadre autoritaire imposé par le régime. Il y eut des cas documentés où des unités régulières demandaient le retrait de ces hommes de certaines zones, arguant que leur conduite était non seulement contre-productive d'un point de vue militaire, mais qu'elle mettait en danger la stabilité des opérations en cours. Ces pétitions étaient, cependant, fréquemment ignorées. À mesure que la guerre avançait et que le conflit commençait à s'incliner en défaveur du régime, l'unité continua d'opérer sans frein, maintenant sa logique interne intacte.
Bien que les ressources commençaient à se faire rares et que de nombreuses formations souffraient de désertion ou de fractures internes, ce groupe semblait résister à l'usure avec un mélange de fanatisme, de peur interne et d'absence totale de scrupules. Même lorsque les rapports signalaient que leur niveau d'efficacité était discutable en termes militaires, les hauts commandements insistaient pour les maintenir actifs, probablement parce que leur seule présence fonctionnait comme une menace implicite pour toute zone où ils étaient déployés. La violence qu'ils déployaient ne connaissait pas de pause, et la relation entre ses membres se maintenait grâce à un équilibre précaire, basé sur la loi du plus fort. Il n'existait pas de sentiment de camaraderie ni d'idéal commun au-delà de survivre dans un environnement où chaque jour pouvait être le dernier. Cet isolement émotionnel, combiné à l'exposition continue à des scénarios de violence extrême, fit que beaucoup de membres perdirent toute trace d'humanité, agissant comme des automates guidés uniquement par des ordres et des réactions instinctives. Dans ce contexte, tout signe de faiblesse était perçu comme une menace pour la cohésion du groupe et était neutralisé immédiatement par des châtiments physiques ou une élimination directe. Le régime, pour sa part, continuait à utiliser cette unité comme symbole de détermination extrême, bien qu'avec une discrétion croissante. La propagande officielle mentionnait rarement leurs actions en détail, et quand elle le faisait, elle évitait d'entrer dans des descriptions qui pourraient éveiller des soupçons ou générer du rejet, même parmi les propres sympathisants du système. Cette dualité entre fonctionnalité tactique et honte institutionnelle devint de plus en plus évidente, mais elle ne se traduisit jamais par une sanction réelle, ni par une tentative sérieuse de dissoudre le groupe. Jusqu'au dernier mois du conflit, l'unité opéra librement, participant à des actions désespérées et laissant derrière elle une trace de destruction que même d'autres formations du régime préféraient ne pas regarder de près. Tuée sans commandement, la brigade hors de contrôle. Dès qu'ils franchirent la frontière orientale, les hommes de la brigade commencèrent à opérer sans instructions claires ni protocole défini. Il n'existait aucun plan structuré et les objectifs militaires concrets n'étaient pas prioritaires. Ce qui prédominait était une logique d'intervention basée sur la suspicion, la peur et la représaille immédiate. Les rapports internes, loin d'apporter une clarté tactique, servaient à masquer des décisions arbitraires qui donnaient lieu à des arrestations massives, à la destruction de villages entiers et à des exécutions sommaires sans aucune révision. Cette dynamique s'est amplifiée à mesure que la brigade se déplaçait vers de nouvelles régions, où le scénario d'occupation permettait à ses membres d'agir en toute impunité, sans craindre de sanctions ni de contrôle réel, puisque leur brutalité était non seulement tolérée, mais dans de nombreux cas encouragée par des supérieurs qui voyaient dans ces méthodes une manière utile d'inspirer la peur dans la population et de supprimer tout foyer de résistance sans avoir besoin de longs processus ni de jugements formels. Les rapports internes camouflèrent souvent ces actions sous le langage administratif propre à l'appareil nazi, avec des phrases comme « mesures de pacification » ou « action préventive », alors qu'il s'agissait en réalité d'exécutions, de rafles indiscriminées, de pillages et de destruction de villages entiers, tout cela mené sans opposition effective, et à maintes reprises, avec la collaboration ou le silence complice d'autres unités plus régulières. À mesure qu'ils avançaient en territoire ennemi, les hommes de Dirlewanger adoptaient des routines de violence de plus en plus systématiques, appliquant des châtiments collectifs contre des populations entières pour tout soupçon de collaboration avec l'ennemi. Aucune preuve ni investigation n'était requise. Une accusation suffisait pour ordonner un massacre indiscriminé qui incluait hommes, femmes et enfants. Ces pratiques se consolidèrent comme la caractéristique du groupe, qui agissait avec une indépendance presque totale vis-à-vis des commandements supérieurs. Bien que leurs rapports montrassent des chiffres de captures et de morts comme indicateurs d'efficacité, les méthodes utilisées n'étaient jamais détaillées. Les survivants narraient des scènes de cruauté extrême. Exécutions publiques, incendies, viols et tortures devinrent une pratique courante, menée tant en groupe que de manière individuelle. L'organisation interne de l'unité avait laissé derrière elle toute logique reconnaissable. Il n'existait plus de commandement fonctionnel ni d'objectifs clairs, et la seule chose qui marquait la dynamique était une course constante pour imposer une plus grande cruauté. L'absence totale de discipline formelle fut remplacée par une culture où l'excès devenait la routine et où les décisions étaient prises par impulsion ou vengeance. Dans ce contexte, Dirlewanger renforçait ce chaos sans restriction.
soutenant ceux qui agissaient avec la plus grande brutalité. Les opérations connues sous le nom de missions de nettoyage consistaient en des rafles avec exécution immédiate, des interrogatoires violents, des pillages, des déportations et l'anéantissement total des villages, non pas pour des raisons stratégiques, mais comme châtiment collectif. Leur réputation grandit et ils furent assignés à des régions avec une forte présence rebelle. Là, ils appliquèrent des tactiques extrêmes, boucliers humains, mines sans avertissement, civils utilisés comme guides et fusillades en masse sans vérifier la culpabilité. Des rapports d'autres unités décrivaient le chaos, l'indiscipline et la violence effrénée. Malgré cela, les hauts commandements les maintinrent actifs, convaincus qu'ils étaient nécessaires là où les méthodes traditionnelles échouaient. Cette perception leur octroya carte blanche pour opérer en toute liberté, sans rendre de compte ni justifier leurs actes. Les lignes entre actions militaires et crimes massifs disparurent. Il n'y avait pas de distinction entre combattants et civils. Les rapports combinaient tous les décès comme s'il s'agissait de pertes ennemies. Les chiffres étaient utilisés comme preuve d'efficacité sans analyse réelle, ni vérification indépendante. Cette logique institutionnelle consolida un modèle basé sur l'abus, où la destruction se justifiait comme un résultat opérationnel et l'excès était indirectement cautionné. Derrière le passage de la brigade restaient des traces indubitables, habitations incendiées, corps dans des fosses communes, villages dépeuplés, puis contaminés, animaux morts. Les témoignages coïncidaient presque sans variation, ce qui indiquait un schéma partagé et systématique. Tenter d'abandonner l'unité était puni de mort. La peur et la complicité étaient les piliers qui maintenaient la cohésion. Personne ne pouvait dénoncer sans s'impliquer également. La logistique était rudimentaire. Le pillage remplaçait l'approvisionnement formel. Cela accentuait la violence comme moyen de survie et donnait à l'unité une indépendance opérationnelle qui leur permettait d'agir sans coordination avec le reste de l'armée. Leur autonomie générait des frictions avec d'autres troupes qui dénonçaient leurs excès et refusaient de collaborer avec eux, surtout lorsque cela mettait en danger des opérations majeures. Avec le temps, ils devinrent une entité à part au sein de l'appareil militaire. Ils décidaient par eux-mêmes et l'excès faisait désormais partie de leur fonctionnement habituel. Leur réputation provoquait le rejet, même parmi d'autres corps du régime. Cette même notoriété les blindait contre les sanctions, leur permettait d'agir sans restriction et leur imposait la nécessité de maintenir un niveau de brutalité constant pour ne pas perdre leur efficacité. Chaque action devait surpasser la précédente. Dans cette spirale, la destruction fut institutionnalisée comme mode opératoire. Ils attaquaient des villages sans valeur stratégique uniquement pour réaffirmer leur pouvoir. Ainsi se consolidèrent-ils comme une force hors de contrôle, sans loi ni limite, éloignée de toute norme de combat ou d'humanité, dont la logique ne répondait qu'à ses propres codes internes. Cendres de l'Est, la terreur comme stratégie. En même temps que l'unité dirigée par Dirlewanger consolidait sa présence dans les territoires occupés, les tâches qui lui étaient confiées s'éloignaient de toute logique militaire conventionnelle, car elles n'étaient pas orientées vers l'obtention d'avantages stratégiques sur le front, mais vers la réalisation d'opérations de châtiment contre des communautés entières sous la justification d'éradiquer la résistance, ce qui générait des scénarios où les ordres se diluaient entre l'extermination systématique et l'abus incontrôlé, créant un climat où toute limite morale ou légale se dissolvait face à l'impunité. Ainsi, la structure même de la brigade favorisait ce manque de contrôle, car son commandant ne répondait pas clairement aux instances supérieures et agissait avec une marge d'autonomie qui lui permettait d'appliquer ses propres critères, ce qui encourageait une atmosphère où la brutalité n'était pas seulement tolérée, mais aussi attendue. Et dans cet environnement, les soldats, loin de montrer des signes de modération, rivalisaient entre eux pour démontrer qui pouvait être le plus impitoyable, alimentant un cycle où la terreur était à la fois un outil et une fin en soi. En Biélorussie, le déploiement de l'unité ne répondait plus à des opérations tactiques concrètes, mais à une logique d'élimination territoriale où la présence de civils était traitée par défaut, comme une menace. L'absence de distinction entre population armée et désarmée laissait le champ libre à des interventions indiscriminées qui ne se justifiaient pas par des rapports réels, mais par des présomptions généralisées de soutien à l'ennemi. Les ordres n'avaient pas besoin de fondement. La simple suspicion suffisait à déclencher des châtiments immédiats, souvent exécutés avant même tout contact visuel avec de supposés partisans.
L'opération étendue dans les zones rurales marqua l'un des points les plus sombres de la brigade, car il s'agissait d'une série d'incursions systématiques dont le seul objectif était de raser des villages complets sous l'accusation de collaborer avec les partisans. Et dans ces rafles, aucune distinction n'était faite entre combattants, paysans, personnes âgées ou enfants, car quiconque vivait dans la zone était considéré comme suspect par le simple fait d'y être. Le schéma était clair. Arrivée abrupte, encerclement total, fouille maison par maison, pillage des biens, puis exécution collective ou incendie généralisé, et souvent des méthodes particulièrement cruelles étaient utilisées, comme concentrer tous les habitants dans une église ou une grange et y mettre le feu avec eux à l'intérieur, tandis que les membres de la brigade observaient ou même célébraient l'acte comme s'il s'agissait d'une démonstration d'efficacité opérationnelle, et cette logique d'anéantissement total répondait davantage à une culture interne de l'unité qu'à des ordres précis des commandements supérieurs, car même au sein de l'armée allemande, certains officiers remettaient en question l'utilité de tels déchaînements de cruauté. Les rapports qui parvenaient à Berlin sur l'action de la brigade étaient contradictoires, car bien que certains secteurs du haut commandement apprécièrent sa capacité à nettoyer des territoires en peu de temps, d'autres avertissaient que les méthodes employées étaient contre-productives, car elles générèrent plus de haine et alimentaient la résistance locale. Mais Dirlewanger bénéficiait de la protection de figures puissantes qui voyaient dans son style un outil utile pour gérer les régions rebelles, ce qui lui permettait de continuer à agir sans restriction réelle, même lorsque des détails spécifiques de massacres étaient reconnus, comme dans le cas de plusieurs villages où plus de 1000 victimes furent dénombrées en quelques jours. Aucune mesure disciplinaire significative ne fut prise, et cela renforçait le sentiment au sein de la brigade qu'ils étaient au-dessus de tout contrôle, ce qui augmentait encore l'intensité de leurs actions, en particulier dans des contextes où il n'y avait pas de présence d'autres corps armés qui auraient pu freiner leur action ou émettre des rapports indépendants. La structure interne du groupe évolua également en fonction de cet environnement d'impunité, car les nouvelles recrues étaient intégrées non pas pour leur expérience ou leur capacité, mais pour leur disposition à participer à des actes extrêmes, et beaucoup d'entre elles provenaient de prison, ou étaient des individus ayant des antécédents de conduite violente, ce qui alimentait une dynamique où le crime était encouragé comme mécanisme de cohésion interne, et cette logique se renforçait par des rituels d'initiation qui incluaient des actes cruels réalisés devant d'autres membres, où la victime était généralement un civil au hasard, ou même un prisonnier préalablement battu, et cela permettait aux nouvelles intégrées de démontrer qu'ils pouvaient se joindre sans réserve morale au groupe. Ainsi, la brigade devint une sorte de microcosme, où les règles habituelles ne s'appliquèrent pas, et où la loyauté se mesurait en termes de participation active à la terreur collective, créant une spirale où chaque nouvelle mission impliquait de monter d'un cran dans la brutalité appliquée. Dans des zones comme Lida, Baranovitch ou Novogrodek, la brigade laissa une trace de dévastation dont se souvenaient encore les survivants, même des décennies plus tard, car il ne s'agissait pas seulement de morts massives, mais aussi de la destruction complète du tissu social de ces villages, où les quelques-uns qui parvenaient à s'échapper étaient marqués par le traumatisme d'avoir été témoins de l'anéantissement de leurs familles et de communautés entières. De nombreux témoignages recueillis dans les années ultérieures décrivaient des scènes de corps jetés dans des puits, d'enfants assassinés devant leurs parents, de femmes enceintes poignardées en public, le tout avec une froideur qui indiquait qu'il ne s'agissait pas d'actes impulsifs, mais d'une pratique méthodique, et cette systématicité était l'un des éléments qui générait le plus d'effroi, car elle montrait clairement que la barbarie faisait partie du fonctionnement quotidien de l'unité, et non une déviation occasionnelle. Sur le front oriental, la brigade fut également utilisée dans des opérations qui combinaient des actions de combat et des tâches de nettoyage idéologique, comme la persécution de Juifs, de Roms et d'autres groupes désignés par le régime, et bien qu'elle ne fit pas officiellement partie de l'appareil en charge des camps de concentration, elle agissait souvent comme force de capture ou d'exécution, avec la liberté de décider du sort des détenus sans intervention d'organismes judiciaires ou administratifs, ce qui amplifiait son rayon d'action et augmentait sa dangerosité. Dans de nombreux cas, des exécutions de masse furent enregistrées dans des champs ouverts, des fosses communes creusées par les prisonniers eux-mêmes avant d'être assassinés, ou des fusillades improvisées en bordure de route, le tout sans aucun type d'enregistrement formel, ce qui fit qu'une grande partie de ces actions restèrent en dehors des rapports officiels, bien que leur mémoire persistât dans les récits des victimes.
La relation de la brigade avec d'autres unités de l'armée allemande était tendue et ambiguë, car bien qu'ils opéraient dans le même cadre général d'occupation, de nombreux officiers considéraient que les méthodes de Dirlewanger étaient inacceptables même selon les paramètres du régime, et plusieurs tentèrent de dénoncer ses excès ou de limiter son rayon d'action, bien que presque toujours sans succès, car les contacts politiques du commandant étaient suffisamment influents pour neutraliser toute tentative de frein. Dans certains cas, il y eut des affrontements ouverts entre soldats de la brigade et membres d'autres divisions, surtout lorsqu'ils se trouvaient dans des zones où les méthodes des uns se heurtaient au protocole des autres, et bien que ces tensions générassent des conflits internes, elles ne se traduisirent pas par des sanctions effectives, ce qui montrait à quel point l'unité agissait comme un corps parallèle au sein de la structure militaire. La figure de Dirlewanger, loin de représenter un leadership tactique classique, fonctionnait comme un symbole de la brutalité sans filtre, et sa présence sur le champ de bataille était souvent synonyme de jours de massacres et de pillages à venir. Ses subordonnés le suivaient non pas tant par respect pour ses capacités, mais par le climat de permissivité qu'il instaurait, où ils savaient qu'ils pouvaient agir sans conséquence, et cela consolidait une forme d'autorité basée sur la peur et la complicité dans le crime, plus que sur la discipline ou la stratégie. Ainsi, le pouvoir au sein de la brigade ne se structurait pas verticalement de manière traditionnelle, mais opérait comme un réseau d'alliances entre ceux qui partageaient la même pulsion destructive, et cela faisait que les décisions étaient souvent prises par consensus informel entre les plus violents, renforçant encore le caractère chaotique et criminel du groupe. Cette étape de consolidation à l'Est laissa une marque indélébile tant dans les zones occupées que sur la réputation de la brigade, qui commença à être mentionné même parmi les ennemis comme une force redoutable non pour son efficacité militaire, mais pour sa capacité à générer une terreur indiscriminée, et cette renommée fonctionnait comme un outil supplémentaire, car de nombreuses populations, en apprenant qu'ils approchaient, choisissaient de fuir avant le contact, ce qui facilitait l'avance mais augmentait aussi la brutalité. Car la frustration de ne pas trouver de victimes immédiates se traduisait souvent par des représailles contre toute trace humaine trouvée sur le chemin, des animaux domestiques aux personnes âgées désorientées, tout devenant une cible par le simple fait d'exister dans le territoire désigné comme hostile. Vers la fin de cette phase, la brigade avait cessé d'être une unité de combat pour devenir une machine de destruction sans contrôle, dont la logique opérationnelle ne répondait plus à des objectifs stratégiques, mais à une inertie de violence qui s'auto-alimentait, et toute tentative de la ramener à des formes d'opération plus structurées s'avérait inutile, car la détérioration morale était si profonde que même les officiers les plus expérimentés ne pouvaient établir un minimum de discipline, ce qui confirmait qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène isolé, mais du résultat direct d'avoir encouragé pendant si longtemps la cruauté comme principal outil d'action, et cette réalité marqua à jamais le caractère de l'unité, qui à partir de ce moment serait rappelée non pour ses exploits militaires, mais pour la brutalité sans limite qu'elle exerçait sur les plus vulnérables. Dernier territoire, le délire final. Durant la phase finale de la guerre, lorsque le chaos commençait à se répandre dans les forces du Troisième Reich, la brigade de Dirlewanger fut envoyée sur de nouveaux théâtres marqués par une perte de contrôle croissante et une escalade de violence sans direction claire. Avec le front oriental s'effondrant devant l'avancée soviétique, de nombreuses unités allemandes se repliaient vers des zones où l'on tentait encore de maintenir une défense symbolique. Dans ce contexte, le groupe dirigé par Oskar Dirlewanger fut destiné au territoire slovaque juste au moment où se produisait l'insurrection nationale contre la domination allemande, ce qui activa le déploiement immédiat de troupes connues pour leurs méthodes extrêmes. Le régime misait sur des forces non conventionnelles pour reprendre le contrôle par des châtiments exemplaires, sans se soucier des coûts ni de la perception extérieure. L'entrée de la brigade en Slovaquie entraîna une vague répressive, marquée par la systématicité et la brutalité. Bien que les méthodes eussent déjà été appliquées dans d'autres régions, dans ce cas, elles acquièrent une intensité supérieure. Non seulement on poursuivait les leaders insurgés, mais des mesures étendues de répression civile furent mises en œuvre. Perquisitions sans préavis, fusillades en plein air, démolition d'habitations et traces de ruines sociales impossibles à inverser. La justification officielle était d'éradiquer l'insurrection, mais dans la pratique, tout signe de suspicion était suffisant pour déclencher des représailles immédiates, souvent sans coordination hiérarchique ni planification stratégique reconnaissable.
Pendant cette étape, les décisions opérationnelles au sein de la brigade dépendirent presque entièrement du critère individuel des commandements intermédiaires. Beaucoup d'actions étaient exécutées sans soutien logistique ni tactique, seulement poussées par la nécessité d'imposer un châtiment ou d'inspirer la peur. Cette autonomie sans filtre provoqua une augmentation significative du nombre de victimes et aggrava l'anarchie interne. À mesure que ce fonctionnement autonome se consolidait, les plaintes pour abus sexuels, tortures systématiques et disparitions arbitraires se multipliaient également, sans qu'il y eût une réelle volonté de l'état-major d'arrêter la spirale. La configuration interne de l'unité, loin de s'ordonner, devenait plus erratique. Des soldats réguliers cohabitaient avec des condamnés recrutés par convenance, des déserteurs, des individus à la conduite instable et même des volontaires étrangers. Tous opéraient sous un leadership qui encourageait l'agression directe et pénalisait tout signe de prudence. L'organisation interne tournait autour d'une culture d'agression qui ne permettait ni nuance ni retenue, où se distinguaient ceux qui étaient disposés à faire monter la violence sans limite. Cette logique s'appliquait aussi à l'intérieur, avec des châtiments infligés aux membres soupçonnés de montrer de la faiblesse ou des remises en question, ce qui renforçait un système fermé et autoconsumé par sa propre dynamique destructive. Pendant ce temps, depuis Berlin, les communiqués officiels camouflaient les massacres en offensive réussie. On parlait de territoires sécurisés et d'ennemis neutralisés, alors qu'en réalité ce qui s'accumulait, c'étaient des crimes de guerre impossibles à dissimuler longtemps. Les informations provenant de Slovaquie généraient de l'inquiétude même parmi certains secteurs de l'armée régulière, qui commençaient à considérer la brigade non pas comme un soutien, mais comme une source supplémentaire d'instabilité opérationnelle. Les déplacements dans la région impliquaient des heurts récurrents avec de petits groupes de résistance, mais dans de nombreux cas, il s'agissait de situations fragmentées où la population rurale se retrouvait piégée entre des incursions confuses. Les représailles étaient appliquées immédiatement et sans médiation, et il suffisait de rumeurs ou d'accusations pour justifier la destruction de villages entiers. Cette logique opérationnelle éloignait la brigade de tout paramètre militaire reconnaissable, la transformant en un corps qui fonctionnait en marge de la discipline et du schéma de commandement conventionnel. Des rapports de renseignements alliés et des témoignages recueillis ultérieurement décrivent clairement cette période comme l'une des plus crues. Des exécutions réalisées à la vue des voisins, des tortures effectuées dans des espaces publics, des pillages constants et un manque complet de contrôle interne furent documentés. Les ordres du haut commandement, lorsqu'ils arrivaient, étaient réinterprétés ou directement ignorés. Plusieurs détachements préférèrent se tenir à distance pour ne pas être impliqués dans leur chaos opérationnel, et bien qu'il y eût des plaintes internes, la brigade continuait de recevoir des ressources et une protection politique. La figure de Dirlewanger atteignit à ce stade sa plus grande notoriété. Il n'était plus seulement vu comme un commandant d'unité spéciale, mais comme un symbole vivant de l'effondrement moral. Sa réputation le précédait même en dehors des cercles militaires, et bien qu'il générât la peur et le rejet, il continuait d'opérer grâce à des liens personnels avec des figures du pouvoir central. De nombreux massacres lui étaient attribués, mais il continuait d'accumuler des autorisations et un soutien, ce qui renforçait l'impunité structurelle avec laquelle il agissait. Lorsque la situation en Slovaquie commença à devenir insoutenable, même pour les autorités nazies, la brigade fut transférée au nord, vers le territoire polonais, avec l'intention de l'employer dans des zones où la résistance civile restait active. Le transfert visait à la fois à exploiter sa capacité de répression et à réduire les tensions internes provoquées par sa présence. Cependant, le changement d'emplacement ne signifia pas une modification des méthodes. Le groupe répéta les mêmes pratiques en Pologne, adaptées maintenant à un environnement encore plus désorganisé. L'arrivée en Pologne coïncida avec un effondrement général des routes de ravitaillement et de la chaîne de commandement. Les instructions étaient vagues, arrivaient en retard ou n'étaient même pas transmises, ce qui favorisait une prise de décision improvisée où seule l'application de la terreur restait constante. La simple mention de la brigade engendrait la panique, et de nombreuses communautés choisissaient d'évacuer avant le contact direct, bien que cela n'empêchât pas qu'elles fussent punies si l'on trouvait des traces de passage humain dans les villages abandonnés. Intérieurement, la détérioration était évidente. L'épuisement physique et mental se répandait parmi les membres. Les désertions augmentaient et la cohésion diminuait, bien que les mécanismes de contrôle interne empêchassent que ces fissures ne deviennent visibles.
Le soupçon de déloyauté suffisait à déclencher des châtiments exemplaires, et la paranoïa devint une composante permanente de la vie au sein de l'unité. La chaîne de commandement n'était maintenue qu'en apparence, et les décisions les plus importantes passaient par des groupes réduits guidés par la nécessité de survivre et de maintenir la domination par la peur. Malgré l'effondrement évident, le groupe ne réduisit pas son activité, ni ne modifia sa conduite. Les actions de pillage, de fusillade, de destruction d'habitations et de persécutions civiles continuèrent jusqu'aux derniers jours de la guerre. Cette dernière étape en Slovaquie et en Pologne montra comment un corps armé, loin de s'adapter à la fin du conflit, choisit d'approfondir sa violence comme unique forme d'existence. Au moment où la guerre touchait à sa fin, la brigade ne représentait plus une unité militaire, mais un appareil d'extermination mobile, dont la seule présence impliquait une destruction sans contrôle. L'effondrement interne, entre fuite, ruine et paranoïa. À mesure que le front reculait et que la structure du Troisième Reich s'effondrait, les autorités tentèrent de placer leurs éléments les plus compromettants dans des secteurs où leur présence ne représenterait pas un risque immédiat pour l'image ou l'ordre interne. Dans ce processus, la brigade d'Irlewanger fut envoyée en territoire slovaque, non pour des raisons tactiques claires, mais pour maintenir opérationnelle une force qui ne rentrait plus dans les moules conventionnels, mais qui était encore considérée comme utile pour des missions de répression sans état d'âme. Sa présence causa l'alarme parmi les résidents, ainsi que parmi certains cadres militaires, qui avertissaient du comportement erratique d'une unité qui ne répondait ni aux canaux de commandement normaux, ni aux normes établies. Dirlewanger, pour sa part, exerçait un rôle qui combinait formalité nominale et autorité personnaliste. Bien que théoriquement subordonné au système de la Waffen-SS, son pouvoir réel ne dépendait pas de cette structure, mais de sa relation avec certains secteurs du pouvoir politique qui lui permettaient d'opérer avec une indépendance presque totale. Dans le contexte slovaque, il profita du vide organisationnel pour consolider un schéma où il décidait quels ordres suivre et lesquels ignorer. Cette situation fut exploitée par ses subordonnés, qui intensifièrent les incursions contre les populations suspectes, sans nécessité d'approbation supérieure, ni de justification formelle. Dans beaucoup de villages, la peur remplaça toute forme de normalité, et il suffisait d'une accusation informelle ou d'une simple suspicion pour provoquer des assassinats publics, des incendies et des pillages. Les rapports envoyés par les fonctionnaires locaux documentaient des épisodes difficiles à expliquer, même dans le cadre de la guerre. Exécutions de civils sans jugement, destruction d'habitations complètes, viols massifs et déplacements forcés. Les villages étaient rasés non par stratégie militaire, mais comme un geste intimidant. Au lieu d'affaiblir les forces irrégulières, cette manière de procéder amplifia le soutien à la résistance et engendra le rejet même parmi d'anciens collaborateurs. L'image de la brigade devint toxique, et sa simple présence était perçue comme un danger pour tout type d'autorité civile ou militaire dans la zone. Certains officiers allemands commencèrent à émettre des rapports directs alertant sur l'impossibilité de travailler avec eux. Les différences entre les unités régulières et le groupe de Dirlewanger devinrent plus profondes. Tandis que certains tentaient de maintenir une apparence minimale de professionnalisme, d'autres comprenaient que coexister avec cette brigade impliquait de renoncer à l'ordre et à la discipline. À plusieurs reprises, sa dissolution ou son retrait de secteurs critiques fut demandé, alléguant que sa conduite portait atteinte à la cohésion de l'armée et endommageait irréversiblement les relations avec les communautés occupées. Mais depuis le commandement central, la réponse fut de les maintenir en activité, arguant que leur niveau de dureté restait utile dans les zones de conflit. Cette décision généra une division croissante entre ceux qui défendaient encore une certaine rigueur militaire et ceux qui cautionnaient la brutalité comme mécanisme de contrôle. Au sein des campements temporaires, la situation ne s'améliorait pas. Les plaintes pour abus se multipliaient et les mécanismes de contrôle étaient inexistants. Le leadership de Dirlewanger favorisait un environnement où l'obéissance à sa personne était la seule règle valable. Tout nouvel intégré devait démontrer son appartenance par des actes de violence. Il n'existait pas de code éthique, ni de supervision externe. Les sanctions internes ne répondaient pas à des violations morales, mais à des outrages personnels. Le groupe fonctionnait comme une structure hermétique où seule importait la loyauté envers la figure du commandant. Même au sein des SS, son nom commençait à être perçu comme un problème sans solution claire.
Avec l'avancée soviétique et l'effondrement général du front oriental, la place qu'occupait Dirlewanger dans l'appareil militaire commença à s'éroder. Bien qu'il fût encore présenté comme un exemple de répression efficace, son unité était de plus en plus isolée. Les pertes constantes, l'épuisement des ressources humaines, la détérioration psychologique de ses membres et l'impossibilité d'intégrer des opérations conjointes le réduisaient à un outil d'urgence pour des missions sans retour. Au lieu de faire partie de manœuvres avec des objectifs concrets, ils étaient envoyés sur des fronts sans planification, comme si leur fonction était de résister jusqu'à la limite ou de disparaître dans le processus. Le transfert suivant les mena vers des zones de l'intérieur allemand, où le régime cherchait à freiner à tout prix l'avancée alliée. Cette dernière relocalisation précipita l'effondrement du groupe. La logistique était inexistante, les communications étaient erratiques et les divisions internes commençaient à apparaître. Les pertes étaient irremplaçables, les conflits entre membres s'aggravaient et les tentatives de maintenir la cohésion se réduisaient à la menace constante. Dirlewanger persistait à nier la réalité de l'effondrement, tentant de réactiver l'unité comme si elle avait encore une fonction stratégique. Il se déplaçait sur des routes déjà inhabitées ou sans pertinence militaire, entraînant ses hommes sans direction claire ni objectif défini. Sa conduite devint encore plus imprévisible, bien que la peur de ses représailles continuât d'empêcher un soulèvement interne. Dans cette dernière partie, la brigade agissait comme un groupe errant sans but. Il se déplaçait dans des zones rurales éloignées, cherchant refuge, provisions, ou simplement évitant le contact avec d'autres unités. Il n'était plus une formation militaire, mais un résidu armé qui opérait en état de fuite. Les incursions ne suivaient aucun schéma logique et ne servaient qu'à obtenir de la nourriture, de la boisson ou une vengeance symbolique. Les habitants de petites communautés furent victimes d'attaques sans logique, exécutés par des hommes sans direction ni leadership opérationnel. Les actions n'avaient plus de rapport avec le conflit, mais avec la désintégration psychologique et morale des auteurs. Finalement, avec les Alliés resserrant l'étau sur le centre de l'Europe, la brigade cessa d'exister comme structure active. Beaucoup de ses membres furent arrêtés au hasard, sans offrir de résistance, alors qu'ils tentaient de se camoufler parmi les civils ou d'assumer d'autres identités. Certains furent livrés par la population elle-même, d'autres identifiés par des survivants. Il n'y eut pas de bataille finale, ni de combat organisé. Ce qui se produisit fut une désintégration progressive, où chaque individu tenta de s'échapper comme il le put. Ce qui fut autrefois présenté comme une force de choc finit transformé en un symbole d'échec total, de l'usage irrationnel de la violence et de l'effondrement d'une logique politique qui permit son ascension. Dirlewanger, bien que toujours en vie, n'avait plus de destin possible. Silence dans la cellule, la mort sans procès de Dirlewanger. Durant les derniers moments de la guerre, alors que le chaos s'emparait du front oriental et que les commandements du Troisième Reich commençaient à disparaître entre ruines et silence, la figure d'Oskar Dirlewanger, déjà devenu synonyme de brutalité sans limite, s'évanouissait au milieu de sa propre ombre. À mesure que les troupes soviétiques avançaient sans trêve et que Berlin devenait une ville assiégée par l'Est et l'Ouest, le bataillon qui avait autrefois été utile pour des tâches extrêmes fut réduit à un ensemble de vestiges désorganisés, où chacun cherchait son salut personnel, quelles que fussent les méthodes. Tandis que certains officiers de haut rang tentaient de fuir avec de nouvelles identités ou de se cacher dans des couvents, Dirlewanger se déplaçait parmi des villages allemands décomposés, réfugiés dans son nom et craint même par ceux qui partagèrent son uniforme, bien que personne ne pût plus lui garantir la sécurité. En mai de 1945, l'Allemagne étant déjà rendue et les camps de concentration ouverts par les Alliés, Dirlewanger fut localisé par des forces françaises dans la région d'Altorf, près de Lindau. Il utilisait un faux nom, portait un uniforme emprunté et se faisait passer pour un soldat parmi les nombreux prisonniers capturés en retraite. Son arrestation ne fut pas le produit d'une opération chirurgicale ni d'un effort de renseignement centralisé, mais le résultat du hasard, de la suspicion de quelques soldats français qui remarquèrent son comportement erratique et la peur qu'il inspirait parmi ceux qui partageaient sa cellule. Une fois arrêté, il fut transféré à la prison d'Altshausen, une petite installation sans grande mesure de sécurité où les prisonniers restaient habituellement temporairement avant leur transfert vers des camps d'internement plus organisés. Là, son identité réelle fut confirmée par d'autres prisonniers allemands qui le reconnurent, non seulement par son visage, mais par les histoires qui l'accompagnaient.
La rumeur selon laquelle Dirlewanger était enfermé se répandit rapidement parmi les gardes et les prisonniers et ne tarda pas à générer des tensions croissantes. Le 2 juin, son cadavre apparut sans vie, avec des signes clairs d'avoir été brutalement battu. Bien que les documents officiels aient indiqué qu'il était mort des suites d'une bagarre entre détenus dans l'environnement carcéral, on assumait sans détour qu'il avait été assassiné délibérément par des membres de la résistance polonaise ou par des soldats français profitant du manque de surveillance. Personne ne le réclama, personne ne demanda d'explications formelles et les autorités n'ouvrirent aucune enquête approfondie. Son corps fut enterré dans une fosse commune, sans pierre tombale ni identification, et pendant des années, le lieu de repos de sa dépouille resta entouré d'incertitudes. Avec le temps, certains affirmèrent avoir trouvé sa tombe, d'autres dirent qu'il ne fut jamais localisé, et il y eut même ceux qui affirmèrent qu'il avait réussi à s'échapper sous une autre identité, bien que tous les documents disponibles pointent clairement vers sa mort à Altshausen. La disparition physique de Dirlewanger n'élimina pas le poids de ce que son unité avait représenté. Au cours des années suivantes, pendant que se déroulaient les procès de Nuremberg et d'autres enquêtes ultérieures, son nom fut mentionné dans plusieurs témoignages comme symbole des méthodes les plus extrêmes appliquées par le régime nazi. Cependant, en raison de sa mort précoce, il ne fut jamais jugé ni interrogé, ce qui permit que certaines des responsabilités fussent diluées parmi d'autres commandements intermédiaires, ou simplement ne fussent pas documentées avec précision. La brigade Dirlewanger, déjà dissoute, fut associée en permanence au massacre de civils sur plusieurs fronts de l'Est, à la répression violente du soulèvement de Varsovie et au pillage systématique commis contre des villages entiers. Son nom devint synonyme de brutalité institutionnalisée et son héritage contamina même les officiers qui y avaient servi de force ou de manière marginale. Avec les années, différents historiens, commissions de la mémoire et organismes de droits humains commencèrent à traquer les survivants de son unité. Certains furent capturés en Amérique du Sud, d'autres localisés en Europe de l'Est, et quelques-uns réussirent à rester cachés pendant des décennies sous d'autres identités. La plupart, cependant, moururent dans l'anonymat, loin du châtiment judiciaire et sans laisser de témoignages. Beaucoup d'archives liées à la brigade furent détruites par les Allemands eux-mêmes en retraite, et l'information connue sur ces opérations provient en grande partie des rapports soviétiques, de déclarations isolées et de documents dispersés. Cette fragmentation a rendu difficile la reconstruction complète des actions du groupe, mais n'a pas empêché que se consolide l'image d'une formation qui opéra toujours en dehors de toute marge légale ou éthique. En termes historiques, la fin de Dirlewanger symbolisa quelque chose de plus profond que la chute d'un individu. Elle représenta l'effondrement d'une structure qui avait permis, promu et protégé la barbarie sous un apparat administratif, qui avait utilisé la guerre comme justification pour éliminer ceux qu'elle considérait comme ennemis de l'ordre sans faire de distinction entre les âges, les genres ou les circonstances. La figure de Dirlewanger, avec sa biographie marquée par des délits de droit commun avant le conflit, son rôle de chef d'une unité irrégulière et sa mort silencieuse sans procès, condensa en elle-même plusieurs des caractéristiques les plus sombres de l'appareil nazi. La fusion entre criminalité individuelle et politique d'État, la permissivité hiérarchique face à la cruauté systématique et la conversion de l'armée en outil d'extermination. Bien que beaucoup aient tenté de se distancier de lui une fois la guerre terminée, le fait est que son unité reçut un soutien logistique, une reconnaissance officielle et une couverture institutionnelle pendant plusieurs années. Elle ne fut pas une anomalie cachée, mais un outil fonctionnel au régime, utilisé lorsque des méthodes sans restriction ni limite légale étaient nécessaires. La crudité de ses actions n'était pas un secret au sein des structures nazies, et sa survie opérationnelle ne fut possible que grâce au soutien de figures avec un pouvoir suffisant pour ignorer les dénonciations internes ou éliminer les rapports compromettants. Ainsi, au-delà de sa biographie personnelle, le cas de Dirlewanger mit en lumière les mécanismes par lesquels un système politique peut intégrer la violence extrême comme partie de sa structure régulière. Aujourd'hui, les archives qui ont survécu, les mémoires des quelques témoins et les enquêtes académiques ont permis de reconstruire une partie de sa trajectoire. Malgré les lacunes documentaires, les preuves rassemblées permettent d'affirmer que la brigade Dirlewanger ne fut pas seulement un escadron de criminels, mais une expression organisée de la volonté destructive du régime, avec des objectifs définis, des tâches concrètes et une impunité totale.
Son existence fut connue, tolérée et promue par ceux qui avaient besoin que d'autres fassent le sale boulot. Et son histoire ne peut être comprise comme un accident, mais comme une décision structurelle. Avec sa mort dans une cellule sans gloire, sans tombe ni adieu, un chapitre que beaucoup voulurent enterrer avec son corps fut clos. Cependant, la mémoire de ce qui s'était passé fut enregistrée dans les ruines des villages qu'il rasa, dans les listes des disparus et dans les quelques photographies qui échappèrent à la destruction des preuves. Cette trace silencieuse continue de parler là où les documents ne suffisent plus. L'histoire de la Sondereinheit Dirlewanger ne peut pas s'expliquer seulement comme un cas extrême au sein du système nazi, ni se limiter à la figure de son commandant. Son apparition a mis en évidence une fissure stratégique dans le fonctionnement du Troisième Reich, la création délibérée de structures qui opéraient en marge des canaux réguliers pour remplir des fonctions qui ne pouvaient être assumées ouvertement. Le plus troublant ne fut pas ce qu'ils firent, mais le fait qu'ils aient été tolérés, protégés et utilisés par un appareil d'État qui avait besoin de leur efficacité, bien qu'il répudiât leurs méthodes à voix basse. La brigade ne naquit pas comme une expérience symbolique, mais comme une réponse fonctionnelle à une guerre qui exigeait de moins en moins de règles et de plus en plus de résultats. Son expansion ne fut pas le fruit du hasard. Elle fut permise, alimentée par des décisions administratives, par des omissions délibérées et par l'opportunité de disposer d'un groupe disposé à agir sans limite. Loin d'être une aberration isolée, cette unité fonctionna comme un rouage utile au sein d'un projet plus vaste qui cherchait à reconfigurer l'ordre territorial, ethnique et politique de l'Europe de l'Est par l'usage systématique de la terreur. Avec le temps, à mesure que le front s'effondrait et que les autorités perdèrent le contrôle, la brigade devint instable même pour ses propres alliés. Elle ne répondait plus au commandement, n'obéissait plus aux ordres clairs et ne faisait plus la différence entre les objectifs stratégiques et les représailles insensées. Dans sa phase finale, elle était une formation errante, décomposée, agissant plus par inertie que par direction, mais maintenant intacte sa capacité destructive. Sa trajectoire se termina sans gloire, sans résistance organisée, sans héritage militaire. Mais sa mémoire resta gravée dans les villages qu'elle rasa, dans les témoignages dispersés et dans les vestiges qui surgissent encore aujourd'hui au milieu d'archives incomplètes. Comprendre ce que représenta cette unité exige d'aller au-delà de l'horreur et de regarder en face les mécanismes qui la rendirent impossible. La combinaison d'impunité structurelle, de violence légitimée et d'abandon éthique. C'est dans cet espace que se forma la véritable menace, non dans les excès individuels, mais dans la normalisation de l'inacceptable. Car lorsqu'un système a besoin de monstres, le pire n'est pas qu'il les crée, mais qu'il les utilise sans l'admettre.